La nuit est tombée sur La Rochelle en cette soirée d'hiver. Dans le quartier résidentiel de la Jeunette, avenue Jean Guiton, de petites maisons se serrent les unes contre les autres. C'est une grande avenue qui est toute tristounette, pas très large. Il n'y a pas d'immeuble, il y a beaucoup de maisons particulières. C'est confort, c'est vieille dame, c'est normal. Avec le froid intense de ce mois de janvier 1975, les volets sont clos depuis 17 heures déjà. On imagine bien que c'est assez désert et que les gens l'hiver sont retranchés chez eux dans leurs appartements ou leurs petits pavillons. Hein. Il y a la soupe sur la cuisinière, la télé, on est chez soi, voilà. Au numéro 49 de l'avenue, derrière cette porte, habite Ghislaine Le Gall. Elle a 26 ans à l'époque et vit avec sa mère. On venait de regarder le journal télévisé, donc il était 20h30, on avait éteint. Moi, je suis montée pour étudier et maman est montée dans sa chambre pour lire. Je commençais à me déshabiller lorsque j'ai entendu sonner. C'est de l'autre côté du mur que Ghislaine entend sonner. Chez sa voisine, Élise Meillan, une vieille dame de 76 ans. Je dis en riant à maman qui est dans sa chambre, « Tiens, Mademoiselle Meillan reçoit ce soir. » C'est très rare, elle ne recevait jamais, elle n'avait jamais sonné. Mademoiselle Meillan est une professeure de piano à la retraite. Elle vit seule depuis que ses parents sont morts. C'est une vieille dame tranquille de 76 ans, dans un quartier tranquille de La Rochelle, mais habitée par l'angoisse d'être agressée chez elle. C'était sa nature d'être méfiante quand même. Elle n'ouvrait pas à n'importe qui, voilà. Mademoiselle Meillan est d'autant plus méfiante que depuis quelques mois, le quartier est la cible de multiples agressions. Quand on regarde la presse de l'époque, il y avait eu, dans les mois qui ont précédé, plusieurs attaques de personnes âgées à domicile. Ce soir du 9 janvier, quelques secondes après le coup de sonnette, Ghislaine Le Gall entend sa voisine entrouvrir ses volets. Elle a dû refermer ses contrevents et ouvrir la porte d'entrée. C'est là qu'on a entendu une voix d'homme. J'ai entendu très bien une voix d'homme monter. Le ton a monté des deux côtés et lui a parlé très très fort. Puis après, il y a des chaises qui ont été bousculées, elle a crié très 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 fort. Des cris venant d'un endroit où, à partir de 19h, il n'y avait pas un seul bruit. Ça a hurlé, mais elle a hurlé, mais très très fort, ce qui fait que je me suis dit, à maman, mais c'est pas possible. Elle a été brûlée tellement c'était terrible. Si on se rapporte au témoignage de cette voisine, ça s'est vraiment déroulé en très très peu de temps, quoi. J'ai voulu ouvrir les contrevents, maman m'a dit referme vite, vite, vite. Je sais pas pourquoi, j'ai l'instinct d'ouvrir pour voir, je sais pas quoi d'ailleurs, mais et j'ai refermé. Ghislaine Le Gall n'a donc rien vu ni personne. Avec sa mère, elle téléphone chez Mademoiselle Meillan. Personne ne répond. Les deux femmes appellent alors leurs voisins qui tiennent le salon de coiffure juste en face, Monsieur et Madame Auvinet. Avec mon mari, nous regardions Les Brigades du Tigre. C'est le feuilleton star de l'époque qui commence très précisément à 20h33. Il devait être 20 minutes après à peu près. Hein. C'est Monsieur Auvinet, le coiffeur, qui décroche le téléphone. C'était Madame Le Gall, assez affolée, assez inquiète, nous disant à mon mari, Mademoiselle Meillan crie à l'intérieur de sa maison, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression qu'elle souffre ou qu'elle s'est brûlée, elle a quelque chose qui se passe chez elle. Monsieur Auvinet décide d'aller voir immédiatement. Il a traversé, bien sûr, il était monté jusqu'au petit escalier de chez Mademoiselle Meillan. Il a sonné, il a frappé à la porte pas mal, tambouriné même, appelé. Elle n'a jamais répondu. Il y avait quand même la lumière derrière les persiennes et la télévision qui fonctionnait. On a essayé d'ouvrir sa porte qui ferme de chute, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'ouvrir de l'extérieur. Et donc ensuite, on a appelé la police qui est arrivée assez vite. La police et les pompiers arrivent à 21h03. Entre le coup de sonnette chez Mademoiselle Meillan et l'arrivée des secours,
il y aura eu environ une demi-heure. Voici Claude Pierre. À l'époque, il était lieutenant de pompiers. Ne parvenant pas à ouvrir la porte d'entrée de Mademoiselle Meillan, il se souvient être passé par le jardin de la voisine. Il y avait un mur en briques haut comme ça, ils ont enjambé le mur. Donc on est passé par là. Ensuite, on a monté ces escaliers là et on s'est trouvé face à une porte qui, à nouveau, était fermée à clé, qu'on ne pouvait pas rentrer. Les pompiers vont donc enfoncer la porte arrière de la maison de Mademoiselle Meillan. C'était il y a 35 ans et Claude Pierre se souvient encore exactement de ce qu'il a découvert. Et immédiatement, nous avons vu un corps qui était allongé avec la tête qui était légèrement derrière cette porte. Élise Meillan gît inanimée par terre. Elle a une très grave plaie ouverte à la tête. Ils s'aperçoivent très vite qu'elle a le crâne fracassé. Avec de la cervelle qui s'échappe et tout ça. Enfin, elle a le crâne ouvert. Enfin bon, hein, c'est autre chose. Et elle râlait. On comprend tout de suite qu'elle a été frappée sur la tête d'une manière extrêmement violente et qu'elle est dans un état critique, sinon désespéré. Et elle était vivante, c'est certain, mais elle était tout à fait inconsciente. Quelques minutes plus tard, un homme passe dans l'avenue Jean-Guiton. Il est attiré par les véhicules de secours. Ce témoin, c'est un médecin légiste qui est rentré chez lui, en fait. Des formations professionnelles, le docteur Girard, c'est son nom, rentre dans la maison. Tout d'un coup, parmi nous, au milieu, il y a le docteur Girard qui s'est trouvé là. L'intrusion soudaine du docteur Girard étonne les secouristes déjà présents. Moi, je ne l'ai pas vu arriver, je ne sais pas d'où il venait. Il s'est présenté, je lui ai dit « Mais qui êtes-vous » Il m'a dit « Je suis le docteur Girard ». Bon, docteur. Il croit qu'elle est morte et il agit comme un légiste avec un corps. Il a rentré ses deux doigts comme ça dans la boîte crânienne, comme s'il recherchait des esquilles d'os et puis c'est tout. Donc des gestes absolument insensés, quoi. 35 ans après les faits, personne n'a jamais compris l'étrange attitude du docteur Girard face à une victime encore vivante. J'ai jamais vu ça avant, j'ai jamais vu ça après. C'est un peu surprenant, mais enfin. Le SAMU arrive ensuite. Il est 21h24, soit près d'une heure après le coup de sonnette. Mademoiselle Meillan n'a toujours pas repris connaissance. Ce sont les sapeurs-pompiers qui ont descendu la victime et on l'a confiée aux gens, aux hospitaliers. Et pour nous, c'était une mission qui était terminée. Soudain, dans l'ambulance, Élise Meillan semble reprendre vaguement connaissance. Immédiatement, le docteur Girard lui pose des questions. Il dit avoir, parce que dans le fond c'est lui qui le rapporte, engagé un petit dialogue avec cette femme qui était dans le fond mourante. Et voici, d'après le procès-verbal de la police, ce que le docteur Girard rapporte. Aussitôt, je lui ai demandé son âge. 76 ans. Je lui ai alors posé les questions suivantes. Savez-vous ce qui est arrivé ? Elle lui répond, il a cogné très fort. Puis il y a eu un temps de silence et il a dit mais qui c'est qui a fait ça ? C'est le mari De l'infirmière qui fait des piqûres à ma sœur. Puis un nouveau temps de silence et où elle ajoutait ensuite Monsieur Mauvillain. 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 L'interne du SAMU et le chauffeur de l'ambulance sont témoins de cet échange. Tous les deux rapporteront les mêmes propos que le docteur Girard. Un témoignage capital pour l'enquête. J'ai bien eu l'impression qu'il s'agissait d'une personne lucide. Et ce qu'elle m'a dit
j'ai pu le redire. J'étais convaincu que je devais le faire, car le secret professionnel, je ne le fais qu'à l'intéresser. Et si cette personne m'a fait cette révélation, ce ne semblait pas être un secret. Après cet échange, Élise Meillan tombe dans le coma lors de son transfert à l'hôpital. Mais les derniers mots de la victime vont résonner fort et changer la vie d'un homme. Il y a un caractère dramatique, terrible, c'est-à-dire que ce sont les derniers propos qu'elle tient, elle nomme Mauvillain. Guy Mauvillain est désigné, le nom est lâché. Il ne pouvait y avoir qu'un coupable, Mauvillain, puisque son nom avait été cité. Les enquêteurs ne mettront pas longtemps à trouver l'adresse du coupable désigné par mademoiselle Meillan. À peine l'ambulance a-t-elle quitté l'avenue Jean Guiton qu'ils débarquent chez monsieur et madame Mauvillain, dans un autre quartier de La Rochelle, près de la gare. Ils vont chez lui et ils réveillent le couple, qui dormait, semble-t-il, profondément. Les policiers expliquent ce qui vient de se passer. Ils disent que M. Mauvillain entend ça, qu'il est très affecté de ce qui se passe. Véritablement, il tombait des nues quand on le soupçonnait d'avoir commis ces faits-là. Et il dit mais qu'on me confronte avec la victime, tout juste il ne demande pas le sérum de vérité. Enfin, c'est à peu près ça l'idée. Hein. Après quelques minutes, les policiers repartent. Cette nuit-là, Guy Mauvillain n'est pas inquiété. D'autant que les enquêteurs sur les lieux du crime n'ont trouvé aucun indice. À commencer par l'arme du crime, qu'ils ont cherché partout, en vain. On ne la retrouvera jamais, cette arme du crime. On ne sait pas avec quoi l'agresseur a violemment frappé mademoiselle Meillan sur la tête. Visiblement, rien n'a été fouillé ni volé par l'agresseur. Les enquêteurs cherchent alors des indices, relèvent quelques empreintes et repèrent ce verre posé sur le radiateur. Élise Meillan a-t-elle servi un apéritif à son visiteur? Le fameux verre de vin qui l'a posé sur le radiateur. Mais aucune empreinte, aucune trace ne sera exploitable. On n'a rien du tout. Oui, mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas, évidemment, ces notions de recherche ADN. Il faut dire que la scène de crime a été totalement polluée, et ce dès le début. 75, le respect des scènes de crime, c'est pas... Ce qui prime, c'est la victime. Secourir, apporter les secours nécessaires à la victime. Il n'y avait certainement pas les mêmes précautions. Enfin, c'était pas les experts Miami, ça c'est sûr. Dans la confusion, les meubles ont été bougés, des indices ont sans doute été détruits par tous les intervenants successifs. Des gens ont eu accès à cette scène de crime, ils n'auraient pas dû, à commencer par ce docteur Girard, tout médecin qu'il était, dire qu'est-ce qu'il fait là Jamais en tout cas cette scène de crime ne parlera, ni ne mettra les enquêteurs sur la moindre piste. Le lendemain matin, les policiers se présentent à nouveau chez Guy Mauvillain, cette fois pour une perquisition en bonne et due forme. Ils cherchent, le cas échéant, des éléments qui auraient pu être volés. Ils ne trouvent rien. Ils cherchent des vêtements qui auraient pu être tachés de sang. Et ils trouvent rien. Bredouille, les policiers repartent tout de même avec Guy Mauvillain, qui va être placé en garde à vue. Les enquêteurs veulent le confronter à des voisins de mademoiselle Meillan, qui disent avoir aperçu un homme la veille au soir, à proximité du lieu du crime. Ce sont des témoins qui ont été retrouvés par la police, qui sont passés sur l'avenue Guiton. Un homme avait été vaguement aperçu, alors avec un imperméable. Or, Guy Mauvillain porte souvent un imperméable. C'est d'ailleurs le cas ce 10 janvier au matin, lorsqu'il est amené en garde à vue. Mais en le regardant de plus près, les policiers remarquent un détail suspect. On s'aperçoit qu'en partant de chez lui, un peu dans la précipitation, puisqu'il était emmené par la police, il n'a pas pris son propre imperméable, il a pris un imperméable qui était celui de sa femme. Guy Mauvillain répond qu'il est distrait, que cela lui arrive parfois de se tromper. Seulement pour les enquêteurs, le détail est troublant. Alors il retourne chez lui pour chercher son propre imperméable.
Et on trouve l'imperméable, donc ce fameux imperméable. Cet imperméable, on s'aperçoit qu'il y a 3 minuscules taches suspectes. Est-ce du sang? En attendant les résultats d'analyse, cette histoire d'échange d'imperméables tachés rend Mauvillain un peu plus suspect encore. Pourtant, l'homme nie tous les faits qui lui sont reprochés et pendant sa garde à vue, voici ce qu'il raconte. Et lorsqu'on avait demandé à Mauvillain son alibi, qu'est-ce qu'il avait fait ce soir-là? Alors, son épouse travaillait comme aide-soignante et finissait, je crois, vers 10h du soir. Donc, lui, il a décrit ce qu'il avait fait. Ce soir-là, vers 19h30, Guy Mauvillain discute avec son voisin sur le trottoir devant la maison. Puis il rentre chez lui et lit, comme tous les soirs, jusqu'à 20h30 environ. Il est donc seul chez lui. Toujours seul, il prépare ensuite le dîner. Et le dîner, ce sont des poissons qu'il fait bouillir au courbouillon. Et avec cela, il prépare, je crois, des pommes de terre que là aussi il fait bouillir. Et puis c'est tout, et il n'a personne pour en témoigner, quoi. Alors les policiers lui disent « Mais vous avez des témoins ?» Il dit « J'ai pas de témoins, je suis seul. J'ai été seul quasiment toute la journée, voilà. » Vers 21h45, Guy Mauvillain sort sa voiture du garage, comme le confirment ses voisins, pour aller chercher sa femme qui termine son service à 22h à l'hôpital de La Rochelle. Il rentre chez eux, il dîne et se couche. Ainsi, entre 19h30, heure à laquelle il a discuté avec son voisin, et 21h45, où il a sorti sa voiture de son garage, personne ne peut confirmer l'emploi du temps de Guy Mauvillain. Alors voici le scénario que les enquêteurs imaginent. Une fois qu'il a mis ses poissons au feu, il va à pied chez Mademoiselle Meillan. Sachant que les enquêteurs ont chronométré, c'est une vingtaine de minutes pour faire le trajet entre son domicile et celui de Mademoiselle Meillan. Il arrive, il est en avance, il attend. Et il se décide à frapper à la porte de Mademoiselle Meillan. Elle le reconnaît et elle le laisse entrer. Et puis il la tue, ou il croit l'avoir tuée. Et puis il revient à pied, sans doute ensanglanté, chez lui. Il s'occupe à nouveau de ses poissons, qu'il sort du courbouillon. Et puis il sort tranquillement sa voiture et il va chercher sa femme à l'hôpital. Ça, c'est la thèse des policiers. Mais les enquêteurs n'ont pas suffisamment d'éléments pour étayer cette thèse. D'autant que la confrontation avec les voisins, qui disaient avoir vu un homme avec un imperméable, n'a rien donné. On n'avait rien pu tirer de ces témoignages comme pouvant apporter la preuve que véritablement c'est la personne qu'on avait vue, c'était Mauvillain. Et personne ne l'a reconnu. À l'issue de sa garde à vue, et en attendant les résultats des analyses sur l'imperméable, Mauvillain n'est donc pas inquiété. Il n'est d'ailleurs pas présenté à un juge d'instruction, il n'est pas mis en examen, il retourne chez lui libre. Le seul élément concret que les enquêteurs possèdent pour l'instant, c'est l'accusation directe de Mademoiselle Meillan. C'est le mari de l'infirmière qui fait des piqûres à ma sœur, Mauvillain. Pourtant, ce principal élément à charge comporte quelques inexactitudes. Madame Mauvillain s'est jamais fait passer pour une infirmière. C'est vrai qu'elle connaissait bien Mademoiselle Meillan, c'est vrai qu'elle connaissait bien la sœur de Mademoiselle Meillan, mais elle n'était pas infirmière. Contrairement à la phrase de Mademoiselle Meillan, elle n'était qu'aide-soignante à l'hôpital. Elle ne faisait pas de piqûres, contrairement à la phrase de Mademoiselle Meillan, mais simplement des pansements à sa sœur. Mais manifestement, les enquêteurs ne s'arrêtent pas à ces détails-là, quoi. Les policiers vont tout de même se demander un instant s'il n'y a pas réellement, dans l'entourage de la victime, une infirmière qui fait des piqûres. La réponse est oui. Elle habite même juste en face. Oui, il y avait Madame Ferré qui habitait cette maison-là, à la Grille Bleue, à l'époque, et qui est décédée maintenant, mais bon. Elle avait un mari ? Madame Ferré était seule depuis de nombreuses années. Elle était veuve assez tôt, elle était seule, vivait seule. Et c'était l'infirmière du quartier ? C'était l'infirmière de beaucoup de gens dans le quartier, dont Mademoiselle Meillan, bien sûr. Veuve, il n'y a donc pas de mari de l'infirmière. La piste est immédiatement abandonnée. En fait, depuis le début, les enquêteurs sont convaincus de la culpabilité de Mauvillain.
Il faut dire que l'homme remplit pas mal de leurs critères. D'abord, Guy Mauvillain connaissait Mademoiselle Meillan. En tout cas, elle avait certainement rencontré, si je me souviens bien, Monsieur Mauvillain une fois ou deux chez sa sœur, quand Madame Mauvillain venait lui prodiguer des soins. En effet, la sœur d'Élise Meillan avait été soignée à l'hôpital par Yvette Mauvillain. Depuis, celle-ci venait lui faire des pansements bénévolement à domicile. Élise Meillan était toujours présente et s'était liée d'amitié avec l'aide-soignante. C'est une femme qu'elle aimait beaucoup, qu'elle suivait de près. Elle l'a toujours perçue comme quelqu'un qui était affable, avec laquelle elle avait d'excellents contacts, qu'elle avait plaisir à voir. Par l'intermédiaire d'Yvette, il y a donc bien un lien entre Guy Mauvillain et Élise Meillan. Et puis les enquêteurs partent du principe que Mademoiselle Meillan connaissait forcément son agresseur. Et voici pourquoi. Quand la police est arrivée, elle n'a pas relevé des fractions et il est vraisemblable que la personne qui s'est introduite chez elle, c'est elle-même qui a ouvert la porte. Mademoiselle Meillan, d'ordinaire si méfiante, qui n'ouvrait jamais à personne, aurait donc ouvert sa porte de son plein gré. On s'est dit, si quelqu'un qu'elle ne connaissait pas était venu pour frapper à la porte et l'agresser par la suite, elle ne lui aurait pas ouvert la porte. Donc nécessairement c'est Mauvillain, parce que Mauvillain, elle le connaissait, qu'elle a eu confiance en lui pour laisser la porte ouverte. Pour les enquêteurs, le scénario décidément fonctionne bien, avec Mauvillain dans le rôle de l'agresseur. Et ce qu'ils ne vont pas tarder à découvrir, c'est que leur suspect numéro 1 n'est pas totalement inconnu de la justice. Mais qui est Guy Mauvillain exactement? À première vue, un homme de 56 ans, ordinaire. C'était un type gentil, charmant, très doux. L'image d'un brave type menant une vie tranquille, de province, sans histoire, voilà. Guy Mauvillain est plutôt casanier. Il aime la nature, les animaux, lire et écrire. C'était quelqu'un qui travaillait, il était aide-comptable. Aide-comptable, mais à cette époque-là, Guy Mauvillain est au chômage. A priori donc une vie rangée. Mais en regardant de plus près, les policiers vont lui découvrir un casier judiciaire. Ce casier judiciaire comporte 3 condamnations. 2 pour vol et une qui fait très mauvais effet, qui est une condamnation pour proxénétisme. Il avait loué effectivement une chambre à une femme qui se livrait à la prostitution. Vol de bijoux et d'une voiture, proxénétisme, les condamnations ont près de 30 ans. Mais cela conforte les soupçons des enquêteurs. C'était très ancien tout ça. Mais évidemment, à partir du moment où vous avez proxénétisme indiqué sur le casier judiciaire, ça y est, le personnage paraît très marginal, nécessairement. Ça tombait très très mal, ou plutôt trop bien pour l'enquête, quoi. C'est bien parce que vous ajoutez le fait qu'il est au chômage, vous ajoutez le fait qu'il s'est trompé d'imperméable, et puis vous ajoutez le fait qu'il a été condamné alors pour vol, déjà pour vol, et puis pour proxénétisme, et vous avez vraiment un voyou, un vaurien. À la fin de l'enquête, tout désigne Guy Mauvillain, même s'il n'y a ni aveu, ni arme, ni témoin. Il faut dire que le temps presse. En effet, l'opinion publique fait pression. Face à la multiplication des agressions de personnes âgées à La Rochelle, 31 en 2 ans, il faut des coupables. Et vite. Il y a une énorme pression sur les enquêteurs, sur le juge d'instruction. Il faut des résultats. Il y a un climat de psychose dans La Rochelle. On en tient un. C'est vrai que ça rassure les braves gens, hein, quand on dit on a attrapé le criminel et n'ayez crainte, on l'a sanctionné, on l'a mis hors d'état de nuire, ça rassure. Tout le monde était d'accord, on avait trouvé Mauvillain, on était bien contents et qu'on n'en parle plus. Le 27 janvier 1975, 3 semaines après les faits, Élise Meillan meurt à l'hôpital de Poitiers, sans jamais avoir repris connaissance. Désormais, on ne cherche plus un agresseur, mais un meurtrier. Ça aggrave le cas Mauvillain, évidemment. Hein, Et il ne faudra pas longtemps aux policiers pour se rendre à nouveau chez Guy Mauvillain. C'est Yvette, sa femme, qui leur ouvre la porte. Je puis vous dire comme ça s'est passé, je partis travailler
Il s'est présenté Monsieur Rigaud, Monsieur Catella, quelque chose comme ça. Voilà. Ils lui ont dit, écoutez, le juge d'instruction a besoin d'une petite interview encore. Voulez-vous nous suivre? Voulez-vous venir avec moi? Et je me rappelle, il était en train de changer ses poissons, là. Il se pressait pas, ça avait été toujours en survêtement. J'ai dit, écoute, fais pas attendre ces messieurs, dépêche-toi. Il a été changé, je suis partie. Il est parti. C'était le vendredi soir. Il a fallu attendre le lundi matin pour savoir qu'il avait été arrêté. Pendant son interrogatoire devant le juge d'instruction, Guy Mauvillain déclare « Je ne veux pas d'avocat, je ne veux pas aller en prison. » Moi, je peux vous l'expliquer, monsieur. C'est que mon mari il se disait, moi, j'ai rien fait. Et je suis sûre qu'ils trouveront. Et c'est pour ça que même, il ne voulait pas d'avocat. Il ne voulait pas d'avocat. Il lui en faudra bien un pourtant, car Guy Mauvillain dès lors est inculpé et emprisonné. Et dans quelques mois à peine, il va être jugé. 25 novembre 1975, seulement 10 mois après le crime, soit un délai d'instruction record, Guy Mauvillain passe devant la cour d'assises de Saintes près de La Rochelle. Et le procès va lui aussi être pour le moins expéditif. Il a duré une demi-journée, à peine une demi-journée. Et le rôle de la cour d'assises même avait prévu 2 affaires pour le même jour. On était convoqué pour 8h30, 9h, je pense. Et c'était terminé? Et c'était terminé à midi et demi, c'était terminé, on partait chez nous. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, un procès comme celui-ci, ça demanderait facile une semaine, une demi-journée. Pendant cette matinée, 4 témoins sont convoqués, tous pour le ministère public. Ghislaine Le Gall, qui a entendu sa voisine se faire agresser, l'interne, le chauffeur du SAMU, et surtout le docteur Girard, qui rapporte les derniers propos de mademoiselle Meillan. La matinée donc se déroule avec uniquement des éléments à charge. Et avec toujours cette répétition, c'est Mauvillain. Le docteur Girard, ce qu'il a dit, c'était la Bible. Plus la petite interne qui a dit « j'ai entendu ça ». Sur les derniers mots de la victime, la cour d'assises cite un rapport d'expertise commandé par le juge d'instruction. C'est le docteur Delaunay, psychiatre, qui l'a rédigé avec un confrère légiste. La mission qui nous a été confiée, c'était de savoir si elle avait le crâne défoncé. C'était de savoir si quelqu'un dans cet état-là était consciente et avait pu réellement reconnaître la personne qui l'avait agressée à son domicile. Tous les médecins qui l'avaient vue à l'époque ont estimé qu'elle était consciente. Donc il y avait une probabilité, c'est ce que nous avons dit, qu'elle ait pu reconnaître son agresseur. Mais ça n'était qu'une probabilité, c'est pas une certitude. Pour les experts, les derniers mots de la victime pourraient donc bien être crédibles. C'est le seul et unique élément à charge. Pour le reste, il y a la personnalité de Guy Mauvillain. Il est présenté comme quelqu'un d'instable, sans travail fixe, avec un casier judiciaire, et il n'a pas d'alibi. Madame Mauvillain m'avait dit, elle avait suivi le procès évidemment, elle était présente, elle m'avait dit avoir le portrait qu'on a dressé de mon mari. Moi-même, je l'aurais condamné, dit-elle. Moi-même, je l'aurais condamné tellement il apparaissait comme quelqu'un d'absolument horrible. Sur les photos de la reconstitution de l'agression produite au procès, on voit un Mauvillain hagard manier une clé à molette qu'on lui a mis dans les mains devant un mannequin représentant Élise Meillan. J'ai souvent remarqué que les photos dans ces cas-là, parce que la personne qui nie se met dans une attitude qui est une attitude totalement artificielle, vous voyez, irréelle par rapport à ce qu'elle pense, elles sont d'autant plus accusatoires. L'avocat de Guy Mauvillain, peu habitué à ce genre d'affaires, est de son côté tellement persuadé que le dossier est vide qu'il ne cite aucun témoin, aucune contre-expertise. Le manque d'expérience aux assises de l'avocat a fait qu'il a fait confiance à ce qui lui paraissait évident, c'est qu'il n'y avait pas les preuves de la culpabilité de son client. Il n'y a pas d'indice, il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de mobile, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien dans ce dossier. Ce n'était pas la peine de déployer beaucoup d'énergie, il suffisait de simplement faire remarquer qu'il n'y avait pas de preuves. Le procès est expédié. Même l'avocat général, dans son réquisitoire définitif, précise: le mobile du crime n'a pu être établi ni recherché compte tenu des délais trop rapides dans lesquels l'information a dû être clôturée. Celui qui avait la charge de l'établir, c'est-à-dire le parquet,
dit « Ah ben, on n'a pas pu l'établir parce que ça a été, tout ça s'est déroulé trop vite ». C'est extrêmement choquant. Et cette phrase dans le réquisitoire définitif est quelque chose de très choquant. À peine une demi-heure plus tard, c'est la sentence. 25 minutes de délibération, 18 ans de réclusion. Voilà, c'est le coup de massue. C'est une peine bâtarde. Soit c'est gravissime parce que préméditation, des circonstances épouvantables, et à ce moment-là, à l'époque, c'est la peine de mort. Et c'eût été logique, dans la logique de la cohérence de l'accusation, que l'avocat général requiert la peine de mort. Soit alors, il y a trop de doutes, et à ce moment-là, c'est l'acquittement. Guy Mauvillain est anéanti. Sa femme, Yvette, aussi. À partir de ce jour de novembre 1975, elle ne va cesser de se battre pour prouver l'innocence de son mari. Je me battrai, monsieur, je me battrai jusqu'à la fin de mes jours, mais ça, je ne le laisserai pas en prison. Ça, vous pouvez être sûr que non. Ah non. Seulement, elle ne se doutait pas que son combat allait prendre tant de temps, même si elle ne va pas le mener seule. Bientôt, un comité de soutien va se former à La Rochelle. Même les notables de la région soutiennent avec force le combat de Guy Mauvillain. Ce qui m'a énormément émue, c'était l'état dans lequel j'ai trouvé Mme Mauvillain, absolument désespérée. Et je crois qu'elle était très soulagée qu'on vienne l'épauler. Mauvillain emprisonné, c'est le début du combat pour la révision. Avec un nouvel avocat, Yvette et le comité de soutien vont reprendre le dossier point par point, à commencer par le mobile du crime. Guy Mauvillain aurait-il pu tuer Élise Meillan pour de l'argent? La police a constaté qu'il n'y avait pas eu de vol dans l'appartement, donc c'était une agression pure. Et Guy Mauvillain n'avait aucune raison, aucun mobile d'agresser cette vieille femme. Lui qui la connaissait, alors, il sait qu'elle n'est pas susceptible d'avoir de l'argent chez elle. Alors pourquoi serait-il venu chez elle la tuer pour avoir de l'argent, alors qu'il la connaît, qu'il sait qu'elle n'a pas d'argent? Ils n'avaient pas de grands besoins, mais ils se contentaient de ce qu'ils avaient, et puis ils venaient de gagner au tiercé. 4 150 francs, soit l'équivalent de 2 000 € aujourd'hui, que les Mauvillain avaient déposés sur leur compte 2 jours avant le crime. Guy Mauvillain n'a donc définitivement aucun mobile. Et puis il y a surtout un autre point qui mérite d'être approfondi, c'est la crédibilité des propos de Mademoiselle Meillan dans l'ambulance. Lorsqu'elle a désigné Mauvillain, elle était consciente, certes, mais était-elle vraiment lucide? On n'est pas sûr du discernement qui est le sien au moment où elle prononce cette phrase. Quelle confiance on peut faire à une phrase prononcée par une personne qui, dans la demi-heure, va tomber dans le coma et ne pas en sortir avant son décès. C'est pas possible qu'une femme qui a reçu un tel coup puisse faire fabriquer des phrases pareilles. Le rapport d'expertise concernant l'état de lucidité de Mademoiselle Meillan est donc contestable. Aujourd'hui, l'expert qui l'avait rédigé en convient. Le problème, c'est qu'une seule question lui avait été posée. Est-il possible que la victime ait pu reconnaître son agresseur? Si on nous avait posé la question différemment, en nous demandant, par exemple, s'il était possible qu'elle se soit trompée, ben, nous aurions dit exactement la même chose. Il est effectivement possible qu'elle se soit trompée et qu'elle n'ait pas eu une lucidité parfaite. Hein? Mais on nous a posé la question dans un seul sens, vous comprenez? Alors, Élise Meillan était-elle vraiment lucide? Au procès de Saintes, on a de toute évidence préféré répondre oui à cette question. Mais en imaginant qu'Élise Meillan était lucide, ces derniers mots ont donc très bien pu être mal interprétés. On peut prêter de multiples significations à la phrase qu'elle prononce. Elle veut dire soit que l'agresseur s'est fait passer pour Guy Mauvillain, soit qu'il était Guy Mauvillain lui-même et qu'il s'est dénoncé, ce qui quand même n'était pas très fin, soit qu'elle voulait désigner une personne à prévenir en cas de difficulté ou quelque chose comme ça. Et Mauvillain avait toujours dit à Mlle Meillan, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous appeler. Ce que disent les médecins qui ont l'habitude de côtoyer des personnes qui ont reçu un traumatisme crânien, ils disent la première réaction, c'est d'appeler au secours. Donc c'est ça qui est le plus plausible.
Un autre élément à décharge qui n'a jamais été pris en compte, c'est l'attitude de Guy Mauvillain au début de cette affaire. On n'est pas venu rapporter qu'il aurait eu une attitude préoccupée, une attitude de quelqu'un ou qui aurait essayé de s'escamoter, de partir de la rougeur. Rien du tout, il n'y a rien, strictement rien qui l'accuse. Il ne faut pas oublier que la victime est restée près de 3 semaines entre la vie et la mort. Elle aurait très bien pu s'exprimer à nouveau, et c'est justement ce qu'espérait Guy Mauvillain. Je demande à être confronté avec elle pour voir par moi-même si elle peut me reconnaître. Il me disait qu'elle se dépêche à guérir pour qu'on me la confronte. Moi, je dis, je voudrais bien voir si elle dit que c'est moi. C'était ça, surtout, de dire, je veux voir ce qu'elle va dire quand elle va me voir. Enfin, même le début de preuves qu'auraient pu constituer les taches sur l'imperméable de Mauvillain s'est envolé au cours de l'enquête. En effet, le laboratoire d'analyse chargé de les expertiser n'a pas été capable de le faire. Les laboratoires scientifiques ont dit on ne peut pas dire quelle est la nature de ces taches et elles sont trop petites pour qu'on puisse déterminer leur nature et encore moins pour dire qu'il s'agit de sang humain. Il n'y a donc rien qui accuse Guy Mauvillain dans le dossier. Pas de preuves matérielles, pas d'aveu, pas de mobile, pas de certitude sur la lucidité de Mademoiselle Meillan, pas de témoins, pas d'armes. Mais tout cela était déjà dans le dossier lors du procès de Saintes. Et pour le réviser, la justice exige un fait nouveau. Le 6 janvier 1978, 3 ans après les faits, un nouveau témoignage apparaît. Celui d'une voisine des Mauvillain. Elle écrit au ministre de la Justice, Alain Peyrefitte, et voici ce qu'elle lui dit au sujet de la soirée du meurtre. Pendant mes préparations dans la cuisine vers 20h environ, j'ai entendu plusieurs fois la canalisation d'eau de mon voisin se vider et une porte se fermer. Un moment après, je suis descendue au WC et j'ai entendu des bruits d'ustensiles de cuisine ou autres. À l'heure du crime, la voisine, Madame a entendu des bruits d'ustensiles et d'écoulement d'eau provenant de la cuisine des Mauvillain. Conclusion du témoin, Monsieur Mauvillain était comme chaque soir en train de préparer le repas en attendant sa femme. Elle dit qu'elle avait entendu Monsieur Mauvillain préparer le repas, effectivement, à travers la cloison, parce que la cloison qui séparait les 2 appartements était très... C'est pas aux normes, en quelque sorte. Norme actuelle sur le plan acoustique, effectivement, on entendait très bien d'un appartement à l'autre. La voisine des Mauvillain est même catégorique quant au moment précis de cette scène. Je suis remontée dans mes appartements juste au moment du programme de télé de 20h30. 20h30, c'est justement l'heure du crime. Mais alors, pourquoi n'a-t-elle pas donné ces détails aux enquêteurs lorsqu'elle a été entendue 3 ans plus tôt, juste après les faits? C'est vrai que la vraie question est pourquoi elle ne l'a pas dit? Parce que madame, en plus de ça, elle n'y connaît rien en matière de procédure. Les flics arrivent, genre madame, etc., etc. On lui pose des questions, elle a la trouille, elle ne veut pas se mêler de ce qui la regarde pas. Et puis si elle parle tôt, son mari ne va pas être content, et puis etc., etc. Bon. Puis elle ne se rend pas compte. Je crois qu'elle n'avait pas du tout réalisé l'impact que ça pouvait avoir. Et puis les policiers lui ont pas posé la question, surtout. En effet, à l'époque, la police lui a seulement demandé si elle avait entendu des bruits suspects. La voisine avait répondu non. Elle a dit qu'elle n'avait rien entendu de particulier. Donc on en a conclu pour le premier procès qu'elle n'avait rien entendu. En vérité, ce qu'elle avait entendu, c'était les bruits ordinaires de M. Mauvillain qui préparait le repas de sa femme. C'est sur la foi de ce nouveau témoignage que le nouvel avocat de Guy Mauvillain a déposé une requête en révision. Mais le 28 août 1979, le garde des Sceaux rejette la requête. Pour lui, il ne s'agit pas d'un fait nouveau. Les critères qui étaient déjà très rigoureux et qui ont empêché quasiment la possibilité d'une révision, les critères c'était qu'il fallait apporter la preuve de l'innocence, quasiment. La justice est très lourde à essayer de reconnaître ses erreurs. Donc les faits nouveaux
on essaie de démontrer qu'ils ne sont pas si nouveaux que ça, et qu'en tout cas, à supposer qu'ils aient été connus par la première instance, on considère que ça n'aurait pas changé leur conviction. En rejetant ce premier recours en révision, la chancellerie est-elle de bonne foi ou cherche-t-elle à éviter la remise en cause du système judiciaire? C'est en tout cas un nouveau coup dur pour Guy Mauvillain. Mais sa femme et son comité de soutien n'ont pas dit leur dernier mot. Déjà, ils décident de changer à nouveau d'avocat et font appel à celui qu'ils considèrent comme le meilleur, le plus médiatique en tout cas à l'époque, Robert Badinter. J'ai demandé moi, un rendez-vous à Maître Badinter et il nous a accueillis. Et nous avons pu lui faire connaître ce dossier. Il a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de très grave. Et je ne peux pas oublier sa phrase. Il nous a dit « Je ne laisserai pas cet homme en prison ». Enfin, c'est quand même un grand monsieur. On s'est dit pourquoi pas. Et il a accepté. C'est surtout ça qui est important. Il a accepté. Je ne peux pas admettre qu'en France, un homme, dans cette situation-là, que rien n'accable, je dirais à la limite que rien n'accuse sauf des positions et déclarations plus qu'incertaines, eh bien on ne le rejuge pas. Et à partir du moment où Robert Badinter rejoint Mauvillain, son dossier prend une dimension politique. Même si Badinter n'est encore qu'un avocat, c'est une personnalité qui a pris une dimension très importante dans le monde politique en raison de son combat contre la peine de mort. À quelques mois de l'élection présidentielle de 1981, à une époque où la droite au pouvoir est de plus en plus contestée, le cas Mauvillain va bientôt devenir le symbole d'un État trop rigide. Du coup, l'affaire prend une dimension nationale et se retrouve à la une du journal télévisé. Puis je voudrais maintenant vous parler d'une affaire, disons, assez troublante. Depuis 5 ans, un homme vit en prison pour le meurtre d'une vieille dame. Cet homme de 60 ans s'appelle Guy Mauvillain. Si je m'intéresse à l'affaire Mauvillain, c'est pas à cause de Mauvillain lui-même, de Madame Mauvillain ni Mademoiselle Élise, c'est parce que cette affaire-là, elle a en germe tous les défauts de la justice. Mauvillain devient une sorte de symbole, symbole de l'erreur judiciaire, symbole d'une justice trop répressive, trop expéditive. On pouvait penser que le lendemain, on pouvait être comme lui, écrasé par cette machine d'incompétence policière et judiciaire. Antenne 2 va même jusqu'à consacrer une soirée entière à Guy Mauvillain en diffusant un documentaire du journaliste Paul Lefebvre. Son document va être un événement dans le monde de l'audiovisuel. Je vous rappelle qu'à l'époque, il y a 3 chaînes qui appartiennent toutes au service public et dans lesquelles il ne faut pas qu'il y ait trop d'agression à l'égard des institutions de la République qui sont en place. Bon. Maître Dupeux, à qui Robert Badinter, faute de temps à confier le dossier, va profiter de cette vague médiatique pour relancer le processus de révision. Tout cela me donne la possibilité de déposer un 2e recours en révision. Et là, la chancellerie commence à se préoccuper très sérieusement de l'affaire Mauvillain. Il faut dire que Guy Mauvillain est alors en prison depuis 6 ans déjà. 6 années qu'il a passé à clamer son innocence dans des milliers de lettres. On racontait, enfin c'est surtout lui qui le racontait, mais ça a été confirmé, que depuis sa première incarcération, il n'avait jamais défait sa valise, parce qu'il pensait qu'un lutin allait venir à n'importe quelle heure lui dire « Mais monsieur Mauvillain, excusez-nous, c'est une erreur, vous pouvez sortir ». Il disait « C'est pas possible, je peux pas, je vais pas rester, je suis innocent ». Guy Mauvillain ne va pas tarder à être entendu. 10 mai 1981, la gauche prend le pouvoir et Robert Badinter, le poste de garde des Sceaux. La nouvelle donne est de taille pour Guy Mauvillain. Robert Badinter s'est toujours défendu d'avoir infléchi le cours de la justice. Mais il est certain que le fait qu'il soit son avocat a certainement aidé. Badinter, garde des Sceaux, n'a pas le pouvoir de faire réviser le procès, mais il a celui de décider d'une suspension de peine. Ce sera chose faite le 17 juillet 1981.
Guy Mauvillain est libre depuis ce matin. Il a quitté la centrale de Muret, près de Toulouse. Guy Mauvillain, lui, est sorti de prison il y a quelques instants. Paul Lefebvre à Toulouse. Voici Yvette Mauvillain. Voici Guy Mauvillain. Leur retrouvaille, c'était d'une chaleur humaine. Ces deux ans-là, ils s'aimaient, mais alors, mais ils s'aimaient. Oh, puis il savait pas le dire. Et elle le touchait, tout ça. Et lui, il était embarrassé, mais il voulait aussi. Puis il avait envie de pleurer. Il a pleuré d'ailleurs. D'ailleurs, tout le monde pleurait. C'était beau. Ce jour-là, on découvre Guy Mauvillain pour la première fois en chair et en os. On l'avait jamais vu, donc on avait écrit sur lui, donc on était content de le voir. Vous avez perdu espoir parfois? Non, mais enfin, l'étincelle c'était qu'une étincelle, c'était tout. Oui, voilà ma dernière empreinte, la dernière empreinte digitale, fait toujours au moment de la libération. Voilà, j'espère bien que je n'en aurai plus. Pour lui, ça y est, c'était gagné, il était sorti, donc, ma foi, c'est fini. Il fallait lui expliquer que c'était pas du tout fini. Le combat continuait. Car si Guy Mauvillain est libre, la Cour de cassation n'a toujours pas rendu sa décision sur le recours en révision. Il a devant lui toujours la même composition de chambre criminelle de la Cour de cassation. C'est pas parce que la gauche est passée qu'ils sont passés à gauche. En attendant la décision de la Cour de cassation, Guy Mauvillain reprend sa vie, en demi-teinte. Il a plus de 60 ans et il distribue le courrier municipal pour gagner un peu d'argent. Et le 19 novembre 1982, 1 an et demi après sa libération, le couperet tombe. Il n'y aura pas de révision du procès de Guy Mauvillain. Et là, alors là, le ciel nous est tombé sur la tête. C'était un coup terrible. Il fallait tout recommencer. Mais le pire, c'est que ce refus signifie aussi que la suspension de peine ne tient plus. C'était réhabitué à une vie libre. Et voilà que, patatras, il faut qu'il reparte en prison. La perspective de reprendre votre peine là où elle a été interrompue? Je n'ose même pas l'envisager, c'est pas pensable. Je ne veux pas y penser, c'est impossible. C'est impossible, à mon sens. Moi, je me laisserais mourir de faim. C'est pas... On avait pris le risque même de le cacher, pour pas que la police le retrouve. C'était un peu innocent quand même. Et c'est un peu ce qui... Moi, j'avais demandé effectivement à un collègue de le cacher dans son service, effectivement. Et le collègue avait accepté. Il m'a dit, tu mets le couteau sur la gorge, mais bon. Maître Dupeux demande immédiatement au président François Mitterrand de gracier Guy Mauvillain. Je l'ai déposé le lundi matin à l'Élysée, je me souviens. Et le lundi soir, j'ai reçu un coup de téléphone du secrétaire général de l'Élysée qui m'a fait savoir que le président de la République avait accordé sa grâce. Guy Mauvillain reste donc libre, mais toujours coupable aux yeux de la justice. Il faudra attendre 1 an encore pour que ses avocats trouvent la solution. Ils finissent par découvrir un petit vice de forme dans le procès de Saintes. La Cour de cassation n'a alors pas d'autre choix que de rouvrir un nouveau procès. Bordeaux, 26 juin 1985. Le procès en révision tant espéré s'ouvre enfin, 10 ans après les faits. Toute la presse est là pour assister à l'événement. Il y avait, c'est vrai, le procès d'une certaine justice à travers Mauvillain, mais il y avait quand même une énorme attente quant au sort de Mauvillain. Une ambiance un peu de rémission. On vient là pour la rédemption d'un innocent. C'est Jean-Pierre Boucharin qui préside les débats. Et même s'il est conscient du symbole qu'est devenu Mauvillain, pour lui cela reste le procès d'un homme et rien d'autre. Ce n'est pas un cas d'école à proprement parler, ça n'a pas été un procès expérimental, ça n'a pas été un procès politique, ça n'a pas été un procès sur lequel se projetait l'ombre d'un grand garde des Sceaux, non, pas du tout. Ça a été un procès venant en révision d'une décision sévère. Ça a été
l'antithèse du procès de 75, c'est-à-dire un procès méticuleux, pointilleux, exigeant. Et au cœur des débats cette fois, il y a une question, celle sur laquelle finalement tout repose. Élise Meillan était-elle lucide au moment où elle a désigné Mauvillain ? Et cela commence mal pour l'accusé, avec la déposition des 2 nouveaux experts médicaux de l'accusation, qui confirment les conclusions de ceux de 1975. Ces 2 experts concluent de la même manière, concluent à l'état de conscience de mademoiselle Meillan. Donc c'est une très mauvaise, si vous voulez, un très mauvais élément pour nous. Mais contrairement au procès de Saintes, la défense cette fois cite des contre-experts. Parmi eux, le docteur Robert, neurochirurgien reconnu, qui va sérieusement semer le doute, avec son analyse des radiographies du crâne de mademoiselle Meillan. On voit qu'il existe de multiples fractures du crâne. Tout ce qui est en noir correspond à des bouts d'os qui ont disparu, qui ont été cassés en plusieurs morceaux, avec ce qu'on appelle une embarrure, c'est-à-dire des morceaux de crâne qui sont enfoncés dans le cerveau. On voit ici un morceau de voûte crânienne qui normalement était probablement là et qui a été, sous l'effet des chocs, basculé et qui est rentré dans la masse cérébrale proprement dite. Je pense qu'on ne peut pas imaginer que la victime ait pu accuser formellement Mauvillain 1 heure après l'agression, quand on voit l'importance de ces lésions crânio-encéphaliques. Quand il découvre ces radios, dont étonnamment il n'avait jamais eu connaissance, les experts médicaux de l'accusation sont plus que troublés. Les 2 experts vont dire « nous, ça change tout ». Si on avait eu connaissance de ces documents, nous n'aurions jamais conclu comme nous l'avons fait. Ça les a tous amenés à cette conclusion que les blessures étaient si graves que l'on ne pouvait pas considérer qu'elle avait une conscience claire au moment où les paroles ont été recueillies. Il fallait avoir un certain courage. À ce moment-là, le procès de Guy Mauvillain bascule. Jusque-là, je ne sais pas si l'on aurait pu considérer qu'il avait suffisamment de charges pour prononcer une condamnation contre Guy Mauvillain, mais en tout cas, après ces dépositions d'experts, il était certain qu'il n'y avait plus de charges. Mais l'avocat général ne s'avoue pas vaincu. Dans son réquisitoire, il va même jusqu'à élaborer un nouveau scénario qui laisse l'Assemblée sans voix. À un moment donné, d'une manière un peu sournoise, l'hypothèse de l'appétit sexuel détourné de Mauvillain sur mademoiselle Élise. Il est allé imaginer que Madame Mauvillain était fatiguée et donc elle n'acceptait plus de faire l'amour, il a dit carrément, de faire l'amour avec son mari. Et que donc ce mari serait allé donc chez Mademoiselle Meillan, lui demandant donc ses faveurs et que Mademoiselle Meillan ayant refusé. Il est allé imaginer ça. Je dois dire que ça, on l'avait encore jamais fait. Hein. C'était ubuesque comme réquisitoire. Au premier procès, 1 demi-heure avait suffi aux jurés pour délibérer. Cette fois, il leur faudra plus de 3 heures. Je me souviens quand on a vu rentrer les jurés, alors bien entendu on leur a donné les consignes, donc rien n'apparaissait sur leur visage. Et c'est un moment épouvantable. Ah bah le verdict, moi quand j'y repense, j'ai encore des frissons dans le dos. Hein. J'ai le souvenir que, je dirais que le temps s'est arrêté. Guy Mauvillain est acquitté. Et il n'a pas compris tout de suite. Et le temps de le secouer, de son avocat, même sa femme qui elle avait compris, a couru vers lui, il était un peu hébété par ça. C'était une image, mais vraiment, qui vous reste en mémoire, on ne pouvait pas oublier. Je le vois encore, il est courbé, alors, il est grand, mais à ce moment-là, il est courbé, il sanglote. Alors cet homme qui vacille, qui est à la limite de basculer,
C'était juste. C'était le mot qui convenait, je crois. Guy Mauvillain finira sa vie avec Yvette en Vendée, loin des lieux du drame. Il est mort en 2003, sa femme en 2006. Quelques années après son acquittement, l'État français lui avait versé l'équivalent de plus de 200 000 €. 35 ans se sont écoulés. Le meurtre d'Élise Meillan reste encore aujourd'hui un mystère.